En gros, en quoi consiste le morcellement de la Romagna? C'est simple. Vous savez bien que à son apogée, l'Empire romain allait du mont Adrien au nord, sur les îles britanniques, entre l'Écosse et l'Angleterre actuelle, jusqu'au nord de l'Afrique au sud, et allait de la pointe bretonne, enfin de la péninsule ibérique, au Proche-Orient, d'ouest en est. Vous n'êtes pas sans savoir que à la fin du 3e siècle, au début du 4e, il fut décidé de séparer l'Empire romain et du Grand Est en deux entités. À l'Occident, à l'Ouest, l'Empire romain d'Occident, et à l'Est, l'Empire romain d'Orient, oui, évidemment, d'Orient. Et c'est l'Empire romain d'Occident qui nous intéresse, car c'est l'Empire romain qui dura le moins longtemps. Comparativement, l'Empire romain d'Orient, aussi appelé l'Empire byzantin, et qui parlait à la chute de l'Empire romain d'Occident grec, le plus latin, dura jusqu'en 452 et la conquête de Constantinople, alias Byzance, par les Ottomans. Ouais, Constantinople, c'est Istanbul. C'est Istanbul. C'est l'Istanbul actuel, hein, pour info. C'est sur le détroit entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Et si, vous avez la porte entre l'Europe et l'Asie. Quoi? Vous savez pas que la Turquie était en Asie? Oui. La Turquie est asiatique. Bon, passons. Donc, continuons sur l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident, c'est morcelé en plusieurs petits états, en plusieurs parties, qui est dû au fait que les Romains n'avaient plus conscience de leur grandeur passée. Enfin, ils avaient encore conscience de leur grandeur passée, mais s'appuient trop sur ce prestige né des conquêtes passées. En clair, vers la fin des années 200 et vers le début des années 300, les Romains ne faisaient quasiment plus rien. Ils ne foutaient plus rien, carrément. Et du coup, ils faisaient les oasis, ils baignaient dans leur terre, ils mangeaient, ils faisaient des jeux et tout. Alors qu'ils déléguaient la défense de l'Empire à des mercenaires barbares, donc Birmans, etc. Toutes les tribus de Go, Ostrogoths, Wisigoths, etc. Et évidemment, en 412, enfin au début du 5e siècle, ce qui devait arriver arriva. Tous les Goths et tous les Germains en général sont alliés pour envahir l'Empire romain. Ouais, l'Empire romain. Et en conscience de leur potentiel militaire, ils sont plus gênés. Pourquoi défendre un empire alors qu'on pourrait le piller? Ouais. À l'époque des conquêtes, germaniques, la Britannia dont nous avons parlé tout à l'heure avait déjà été laissée par les Romains et avait déjà été conquise par les Anglo-Saxons. Donc les Celtes qui y habitaient, c'était soit déjà réfugiés au Pays de Galles, soit en Bretagne. Ouais. Les lâches. Non, je rigole. Franchement, les Germains de l'époque n'étaient pas réputés pour être des gentils. Ils étaient vraiment très méchants. Hein. Donc du coup, forcément, l'Empire romain d'Occident se disloquant, il y a eu plusieurs États qui se sont créés sur les restes. Il y a eu la péninsule ibérique qui était dirigée par des Wisigoths, etc. Enfin, des Wisigoths. Et Ostrogoths, c'était plutôt vers l'Italie. Et enfin, l'Italie est le sud de la France. Et les Francs, ceux qui nous intéressent un peu par rapport à notre langue française, sont installés au nord de la Belgique, au nord de la France. Et un peu en Germanie. Mais bon, on va passer un peu à ça, que c'est pas notre sujet de la partie actuelle. Mais sachez aussi que la Roumanie, la langue romaine de l'Est de l'Europe, la Roumanie a été conquise assez tôt, suite au morcellement de l'Empire romain en deux parties, par les Slaves. Et du coup, la langue roumaine a été s'est endormie pendant peu d'un millénaire, durant tout le Moyen-Âge, à cause des langues slaves qui ont un peu pris le dessus, et ont un peu imposé leur grosse couille sur la table. Désolé. Et donc on a influencé un peu l'évolution de cette langue.
je vous rassure, la langue roumaine actuelle est bien... car la langue roumaine actuelle est c'est une survivance qui a ressurgi à l'époque Renaissance, à l'époque de la Renaissance, suite à un calme de la politique linguistique slave. Oui. Et ne devez pas nous parler de la France. J'y arrive, j'y arrive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. Dans une nouvelle vidéo en rapport avec mes études de lettres. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire un épisode et une série sur l'histoire et la linguistique, dans laquelle nous parlerons principalement des langues de notre monde, de leur histoire, de l'Antiquité à aujourd'hui. Après tout, c'est une chaîne de lettres de culture, hein. Pourquoi ne pas parler de tout n'importe quoi, comme dans la linguistique? Après tout, c'est bien ce que je fais moi en lettres. Et ouais, en lettres, je fais de la littérature et aussi de la linguistique. Et franchement, ça m'énerve un petit peu la linguistique. C'est lourd. Ah bon, passons. Quoi de mieux pour commencer cette série sur l'histoire de la linguistique en parlant de notre langue qui nous réunit tous ici sur YouTube, vous et moi, viewers francophones et moi. Oui, bien sûr, le français. Oui. Ah, je me suis un peu fait chier à faire cette introduction. Ouais, générique. Comment allons-nous pouvoir nous intéresser véritablement à la question de l'histoire de la langue française? Car oui, la langue française n'est pas arrivée comme ça dans l'état actuel des choses. Elle évolue. Depuis le latin jusqu'à présent. Et encore aujourd'hui, elle évolue encore. Et oui, si vous saviez le nombre de mots, nouveaux mots qui apparaissent chaque année dans le dictionnaire, vous en serez étonné. Franchement. Bon, à part ça. Sachez que nous allons nous intéresser ici à plusieurs questions. D'où vient la langue française? Quelles sont les étapes où elle est passée pour arriver à l'état actuel des choses? Nous allons nous appuyer sur les travaux, sur le PDF Histoire de la langue française disponible sur le site de l'université croate de Zadar. Le site est disponible dans la description. Et sachez que ce PDF là n'est pas très complet, contrairement au livre de Mademoiselle, au livre de cette personne-là, avec Laurence, nous ici. Sachez que ce livre est un peu cher, 19 € et quelques, mais il est intéressant. Je vais vous tenir au courant de la lecture quand j'aurai fini, d'accord? J'ai pas commencé donc je vais gagner. En attendant, nous allons nous intéresser à la linguistique. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette science de l'étude des langues? Pourquoi il faut savoir étudier les langues pour connaître son passé, etc., etc., etc. Allez, un petit cours de linguistique, ça vous tente? Donc, nous allons faire une petite partie, j'espère, sur la linguistique. Enfin, petite, espérons-le. En effet, il faut toujours s'interroger sur la base des sciences humaines que nous étudions. Et oui, étudier une langue, la langue française comme ça ne remonte pas à la nuit des temps. Ça remonte à la linguistique, ou à la science comparatiste, de son nom originel. Nous allons faire un petit historique de cette science humaine, qui est née, je le rappelle, au début du 19e siècle, avec Saussure, Benveniste, tout, vous le connaissez. Bon, Saussure et Benveniste ne sont pas arrivés directement dès le début de la science. En effet, ils sont arrivés vers la fin du 19e siècle, au début du 20e. Mais bon, c'est comme deux grandes figures de cette science. Ne vous inquiétez pas, nous allons en parler ici, nous allons effleurer leur vie ici. Oui, nous allons effleurer
leur cas ici, mais ils ont essayé de faire une vidéo soit par personnage, soit la regroupant tous prochainement. Ne vous inquiétez pas, c'est promis. Bon, ce qu'on va nous faire ici, nous allons juste parler de l'histoire de la science humaine. L'histoire de la linguistique. Eh ouais, j'aime l'histoire. Bon, soyons plus sérieux. Pourquoi parlerais-je de cette science ici? C'est juste pour vous donner un petit contexte autour de la langue française et de ses études. Ah ouais, on ne parle pas comme ça et absolument. Non mais... Bon. Soyons sérieux. 30 secondes, s'il vous plaît. Allez. À tout à l'heure. Même si je n'ai pas de date précise par rapport à l'apparition supposée de la linguistique générale, eh bien, sachez que la linguistique en tant que telle est apparue au début du 19e siècle avec l'une des branches les plus connues, l'une des branches les plus connues, on va dire, c'est la linguistique comparée. En quoi consiste cette linguistique comparée? En fait, c'est simple. Plusieurs linguistes de l'époque, de ce cycle-là, tentèrent de comparer plusieurs langues à un moment X de leur histoire afin de comparer les grammaires, syntaxe, etc. Pour en sortir une règle générale. Malheureusement, aucun n'y réussit. Enfin, aucun. Jusqu'à l'arrivée de Saussure, le Ferdinand de Saussure, vous mettez qui réussit à synthétiser une règle générale des langues. Bon, sachez aussi que, je me repose beaucoup, mais il n'est pas le premier à avoir tenté cette expérience. En effet, il est mort en 1913, et W.D. Whitney, un américain étant mort en 1914, tenta aussi la même chose, synthétiser une règle générale de la linguistique, écrit donc la linguistique générale, mais il n'y réussit pas. Coup de bol ou coup de chatte ou de malchance? À vous décider. Mais sachez que le Suisse Saussure est le premier à synthétiser véritablement la linguistique générale. Yes, générale. À vous au revoir. Bon, sachez que la théorie linguistique ne s'est pas arrêtée à la mort de Saussure en 1913. Elle a même continué à évoluer. Heureusement, entre nous. Bon, sachez qu'elle a évolué de différentes manières en Europe et aux USA. Nous pouvons par exemple citer en exemple aux USA Z.S. Harris, qui est un linguiste assez connu là-bas. Tiens, on est bien revenu pas moi. Allez, salut. Je ne vais pas te demander pourquoi tu parles pas ici. C'est pas la peine. Bon, sachez que la mort de Saussure permet la création de deux théories assez complémentaires dans la linguistique générale, même si elles sont un peu différentes. Elles ont des approches différentes. Et une multitude d'autres théories qui ont d'autres systèmes de pensée qui sont en lien presque avec la théorie présentée. D'abord, nous avons la théorie épistémologique qui parle de... Nous n'allons pas entrer dans les détails de ces différentes théories et de ces différents systèmes de pensée, mais nous allons les développer chacun dans une vidéo à part. Oui, mais vous allez comprendre. Mais voilà, il faut savoir que donc, les deux théories de la linguistique sont les théories autour de la linguistique générative et la linguistique épistémologique. La différence se joue sur l'un par rapport à comment créer une phrase correcte, on va dire, dans une langue, et l'autre par rapport au lien des mots entre eux. Et ouais, c'est différent. Mais bon, on verra ça dans deux vidéos qui seront consacrées chacune à une théorie bien précise. Et vous pourrez voir ça dans quelques semaines. Et peut-être que je fasse un petit que moi, sur ça. Deux vidéos le même jour. L'une sur la théorie épistémologique, l'autre sur la théorie générative.
quels sont les systèmes de pensée qui sont sortis au même moment. Il s'agit de la socio-linguistique d'un homme qui les systèmes de pensée qu'on évoquait aussi sont la socio-linguistique de Mallet et l'étude du discours de Benveniste. Oui, Benveniste est au programme de la licence de lettres dans laquelle je suis. Et oui. Une petite promo. Promo à moi. Bon, question plus sérieux. Mallet et Benveniste sont deux linguistes qui veulent revenir aux sources même de la linguistique. Les sources du 19e siècle, bien sûr. Et veulent prendre le principe de l'étude des langues en parallèle, en comparé. Et ouais. Et compare des langues. Yeah. Bon, nous allons leur consacrer bien sûr aussi une vidéo à eux, sur chacun de deux. Et je pense que les deux vidéos vont sortir le même jour. Ouais, comme sur les deux théories. Ah, pourquoi pas? Ça va me faire 2 fois plus de boulot, mais pourquoi pas. Allez. Bon, dernier petit aparté avant de parler de notre sujet du jour, c'est-à-dire notre langue. Et oui, on parle de notre langue française. Ça fait longtemps. À part ça, sachez donc que la linguistique comparée, que nous pouvons résumer comme étant une étude des langues, enfin différentes langues à un moment précis et à un élément précis, serait en fait l'étude d'une personnalité, se résumerait à l'étude de plusieurs linguistes qui sont assez intéressantes. Prenez par exemple le livre de Franz Bopp que je vous mets ici, vous allez voir que c'est assez intéressant. Enfin, que ce livre est assez intéressant du fait qu'il compare plusieurs langues entre elles. Le sanskrit, l'allemand, le français, l'anglais par exemple. Je n'ai plus l'autre en tête, mais voilà. En clair, selon la théorie défendue par Schlegel et un de ses collègues, non. En fait, selon Friedrich Schlegel et Jacob Grimm, il existerait avant toutes les langues que l'on connaît aujourd'hui une langue préexistante qui aurait des caractéristiques avec toutes les langues que l'on connaît aujourd'hui. Personne, française, anglaise, allemande, et tout. Il s'agit de la langue indo-européenne. Il ne s'agit que d'une théorie, mais c'est assez intéressant, vu que cette théorie regroupe l'étude comparée, toutes les études comparées qui ont été faites depuis l'origine de la linguistique comparée. Ouais. Et ouais. Bon, selon deux autres auteurs, nous menons ici, il s'agit en fait de comparer un élément X d'une langue donnée avec l'élément X' d'une autre langue donnée à un moment précis, afin de voir s'il y a des correspondances. Ouais. C'est pas très scientifique ça. Ouais. Bon. À part ça, sachez que mon comparatif est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Ça nous permet de créer des nouvelles théories, comme toute science qui se respecte, et tant qu'elles n'ont pas été trouvées comme étant fausses, elles sont valables. Et ouais, le problème avec l'indo-européen, c'est qu'il n'y a aucune trace physique. Il n'y a aucune trace de l'existence ou non de cette langue. Mais pourquoi pas? Il ne faut pas oublier que l'homo sapiens vient d'Afrique. Vous pouvez voir de ça ici? C'est simple. Sachez que notre espèce à nous, l'homo sapiens est remontée d'Afrique subsaharienne par l'Asie du sud-ouest, par la péninsule arabique, puis le Caucase, le Caucase au sud de la Russie. Ouais. Donc on est passé par le sud de la Russie, et après, par l'Anatolie, et après on a fait deux branches. Une branche européenne, une branche asiatique. Et c'est à ce moment-là précis, à cette branche-là, qu'aurait pu se trouver la langue indo-européenne. Vu qu'elle se trouvait pile entre l'Inde et l'Europe. L'Arctique était une juste. Bon, voilà. Sachez que nous avons tous du sang africain dans les gènes. Ça ne veut rien dire. N'oubliez pas que c'est normal.
nous avons donc tous du sang africain dans les veines et nous sommes tous cousins. Pas de racisme sur la chaîne. Hein. Et d'ailleurs, un petit secret, toutes les personnes aux yeux bleus seraient cousins. Au mieux et frères et sœurs, au pire. Oui, 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 oui. Vu qu'ils auraient tous un parent commun. Une personne au premier yeux bleu. Ouais. Eh mec, tu ne fais pas une vidéo sur la linguistique, il me semble. C'est un peu chiant hein, quand même comme vidéo là. Et la vidéo sur la linguistique arrivera plus tard. Ne l'oublie pas. Oui, je sais, mec, je sais, mais bon. Vous allez bien faire un petit point sur la linguistique vu que la vidéo, justement, arrivera dans quelques semaines, voire mois. Donc voilà. Passons. Seconde partie. Bon. D'où vient la langue française? On peut se poser cette question après tout. Et c'est un peu le principe de la vidéo que j'y répondrai. N'oubliez pas que personne, enfin, que vous ne savez pas, sans doute pas, d'où vient notre langue. Ce qui est normal après tout. Et il faut s'y intéresser pour savoir d'où elle vient. Et franchement, c'est un sujet assez énervant, assez culturel. Certaines personnes s'en foutent un petit peu, donc voilà. Bon, revenons à notre sujet. D'où vient la langue française? Elle vient de plein de choses, principalement du latin. Mais il faut savoir aussi que certains mots viennent du gaulois, d'autres viennent littéralement du néolithique. Pas du mot néolithique, hein, c'est un mot contemporain, de la période néolithique. Oui, certains mots, pas très nombreux, mais certains mots viennent de là. Oui, oui, oui. Bon, assez déconné, passons à cette période. Bon, de quoi allons-nous commencer? Enfin, pas où allons-nous commencer? Laisse-nous réfléchir. Ah oui, évidemment. Nous allons commencer par parler de la période néolithique, durant laquelle le territoire que nous appellerons par la suite la Gaule, à cause de qui? À cause de César, de petit Jules, le petit salopard. Et oui, à cause de Jules César, mais bon, que voulez-vous? C'est un peu la seule source de référence à avoir écrit sur la carte des Gaules. Donc franchement, voilà, c'est pas un très bon sujet, une source assez fiable, mais c'est la seule source, on est obligé de s'y fier. Voilà. Donc sachez aussi avant toute chose que je vais utiliser les noms actuels des régions dont je vais parler pour un souci de clairvoyance et de calme par rapport à mes petits abonnés qui peuvent parfois être assez énervés en commentaire. Je ne parle pas de vous, les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne, hein, les 11 abonnés. Mais bon, on sait jamais, hein. Il y a certains rageux qui peuvent arriver dans cette vidéo, dans les commentaires. Surtout les mecs, calmez-vous. Je m'en fiche, hein. En fait, non, allez-y dans les commentaires. Ça me fera une bonne référence. La référencera bien. Bon, assez parlé de ça. Qui étaient donc ces trois peuples que j'évoquais depuis tout à l'heure? Et oui, il y a trois peuples qui habitaient sur le territoire de la Gaule avant l'arrivée des Gaulois. Enfin des vrais Gaulois, des Celtes. Donc il y avait les Ligures, les Aquitains et les Ibères. Et ouais, ils étaient pépères, les Ibères. Bon, m'explique. À quel territoire correspondait, était habité par ce peuple? Eh bien, les Ligures étaient occupés à un territoire allant de là. Les Ligures habitaient un territoire allant du Languedoc actuel, de Provence actuelle, au nord de l'Italie actuelle toujours. C'est passé aussi, hein. C'est bon. En gros, ils occupaient une région assez propice et ils ont sont un peu les premiers à être tombés sous sous la domination des Romains plus tard. Et ouais, la Gaule des Alpines, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, les Ibères occupaient le sud de la France, le sud-ouest de la France,
en haut de la Provence, enfin, la bordure de la Provence, de Languedoc en clair, jusqu'à la péninsule d'Orlandon. Laisse-moi deviner, c'est pas la péninsule ibérique? Si. Et ne confondez pas donc les ibériques avec les celtes, tu vois, enfin les romans qui vont arriver plus tard. Ou même les arabes. En effet, la langue romane, les langues romanes de la péninsule ibérique, espagnol et portugais, ne sont pas des langues ibériques. Hein, ce sont des langues post-ibériques. Après les ibères. Et la langue arabe ne vous en parle même pas. Même pas c'est de la région aujourd'hui. Donc, ouais, la péninsule ibérique a été colonisée par les arabes. Rappelez-vous, cours de collège. Bon, en tout cas, donc les ibères, pourquoi les ibères? Bah parce que c'est comme ça. Donc, ce peuple a été assez important pour les Romains, car même ils sont à différencier des Celtes qui vont arriver après eux, car oui, le sud de la France a été colonisé après, enfin a été colonisé par les Gaulois et les Celtes avant d'être colonisé par les Romains. Bah franchement, ça fait une belle partie de tampon. Ça veut rien dire, je sais. Mais les Ibères sont des peuples assez relais. Ils sont vraiment assez fiers. D'après les textes de César, les Ibères étaient un peuple assez fier de lui. C'est le fier ancêtre des Espagnols et de leur olé. Olé. Bon, je me perds moi. Pour finir, les Aquitains sont un peuple qui se trouvait, quand vous en doutez, dans le sud-ouest de la France purement, car je me suis peut-être un peu trop avancé tout à l'heure par rapport aux Ibériques et à leur présence dans le sud-ouest. Les Ibériques étaient dans le sud de la France. En gros, dans Perpignan et tout le pourtour méditerranéen, jusqu'en Provence. Mais les Aquitains étaient dans tout le sud-ouest. Du pourtour méditerranéen, où étaient les Ibères, jusqu'à la côte basque. Et après, on montait jusqu'au sud de la Bretagne. Enfin, c'est à la limite sud de la Bretagne. Après, c'est un autre peuple qui était que je n'évoquerai pas ici. Et oui. C'est les Celtes déjà. Ouais. Les Celtes étaient déjà présents en Gaule, dans la Gaule, mais vu que nous en parlé tout à l'heure, on s'en fout. Donc les Aquitains, c'est quoi? Enfin, c'est quoi comme peuple? C'est un peuple qui parle une langue pré-indo-européenne, sachant que la langue indo-européenne par nature, selon les linguistes, ce serait le latin. Donc, qui dit langue pré-indo-européenne, dit langue avant, enfin pré-latin. Logique. Et cette langue serait peut-être l'ancêtre potentiel du basque. Oui, le basque qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez pas mal de stress que bon, j'ai peut-être pas les droits sur les vidéos. Mais bon, ça fait. Vous verrez avec moi. Et sachez aussi que les Basques ne sont pas un peuple francophone, français. C'est aussi un peuple espagnol. Olé. Oui, car il faut que vous le sachiez, le pays basque ne s'arrête pas à la frontière franco-espagnole. Ça continue, donc ça va du sud-ouest de la France au nord-ouest de l'Espagne. Petite carte en description, si j'en trouve une. Ouais. Et bon, voilà qui dit. Bon, il est vrai que les trois peuples que je viens de citer, les Ligures, les Aquitains et les Ibères, nous ont laissé que très peu de traces écrites. Et ouais, malheureusement. Bon, cette information est un peu à démentir. En effet, les Ligures nous ont laissé des suffixes de noms de villes en axe, en ox ou en us. Axe, ça vous fait penser à quoi? À Dax, c'est bon. L'Ox, c'est Ox, la ville d'Ox. Je connais pas du tout, mais bon. C'est une ville qui se trouve ici, ouais.
Et après, les villes en us, enfin, il n'y a pas beaucoup de villes en us qui, en français moderne, mais ça pourrait se rapprocher de certaines villes en us que j'ai pas trouvé en latin. Mais sachez aussi que ces noms en us sont assez proches aussi des noms en comme Lugdunum ou Khartoum. Non, Khartoum ça n'existe pas. Après, les Aquitains n'ont pas un lexique forcément très fourni en français moderne, comme vous en doutez, mais ce lexique-là est surtout tourné autour des divinités et de la mythologie en général, et forcément, les Basques sont un peu les seuls à pouvoir comprendre leur signification. Rappelez-vous ce que je viens de dire dans la partie précédente, enfin, en haut de la partie. Ouais. Bon. Les Ibères ne nous ont rien laissé eux. Foutu Ibères. Ah. Toujours aussi paresseux. Comme les Espagnols. Lol. Bon, enfin, sachez que même si les Ibères ne nous ont rien laissé, les langues pré-indo-européennes comme les Ibères ou l'aquitain, nous ont laissé quelques noms de fleuves, par exemple comme la Seine, qui vient du latin sequana, enfin du mot sequana, je ne sais pas, je m'en branle, voilà. Ou plein d'autres mots comme ça, qui ont des rapports avec la topographie, tout ce qui est eau, nature, tout. Ouais, pas très sérieux, c'est vrai. Et je m'en fous, lol. Détrompez-vous directement, oui, directement, oui. Détrompez-vous, les Gaulois formaient bien une civilisation, et pas un peuple uni. En effet, il faut savoir que les Gaulois avaient une sorte de culture commune, commune à toutes les tribus, mais malheureusement pour eux, et à l'image des Grecs avant eux, ça ne pouvait pas signifier clairement. En effet, les différentes tribus se faisaient la guerre entre elles, et tout. Ça me rappelle c'était grecques, moi. Espèce de con. Et ouais, comme les Grecs avant eux, les Gaulois ne purent pas s'unifier assez facilement pour résister à l'envahisseur. Ouais, ils ont réussi ils se sont unifiés, mais pas toutes les tribus ensemble. D'un côté, on avait les résistants, les Gaulois résistants à l'envahisseur romain, comme dont la guerre, dont la bataille la plus connue est Alésia ou Ergovie. Ergovie parce qu'on a gagné, que les Gaulois ont gagné, et Alésia parce qu'ils ont perdu. Et bien sûr, le chef emblématique de cette résistance gauloise est évidemment Vercingétorix, qui est un chef gaulois arverne, venant de l'actuelle Auvergne. Donc, il n'y aurait pas un parallèle à faire? Arverne, Auvergne. Ouais, ça se rapproche. Bon, de toute façon. Donc sachez qu'après cette défaite, les différentes tribus résistantes retournèrent dans leur coin et durent faire face au fait que d'autres tribus gauloises du sud et du sud-est de la Gaule firent partie avec les Romains, c'est-à-dire. Ouais, les Gaulois allient les Romains combattant d'autres Gaulois. Ça me rappelle une autre période, ça. La collaboration. Ouais, la collaboration. Des Français qui combattaient des Français. Les résistants français qui combattaient des collabos français. Ça vous rappelle pas quelque chose, hein? Bon. Il est vrai que aussi par rapport au civilisationnel, la guerre des Gaules de César n'a pas été très tendre par rapport à cette dernière. Et ouais, César dépeignit les Gaulois comme étant des barbares, sans foi ni loi, qui n'avaient aucune culture, aucune civilisation, etc. Aucun peuple. À ce moment-là, même si sur le plan culturel, ils étaient unifiés, sur le plan peuple, ils étaient vraiment désunifiés. Ça me rappelle l'origine de Rome. Romulus, Rémus, Uranus. Désolé. Bon, passons. Ensuite, sachez que sur le plan linguistique, nous n'avons que très peu de traces de leur langue,
Nous ne savons pas, pas trop quelle langue il parlait. Bon, en effet, il faut savoir, enfin, il faut noter le fait que les druides étaient les seuls instruits dans la culture gauloise. C'était les seuls qui savaient lire et écrire. Et franchement, ils n'aimaient pas trop cette façon de marquer les faits sur papier. Sur papier. Ce qui n'existait pas encore d'ailleurs. En effet, même si les druides marquaient, écrivaient, ils n'écrivaient pas sur des tablettes d'argile ou tablettes de pierre, comme les Romains, mais plutôt sur des écorces d'arbres, comme ceux qui sont autour de moi. Et ouais, des écorces de bois. Donc au niveau fragilité, c'est super. Ensuite, au niveau tout ce qui est langue, même si, enfin, tout ce qui est purement langue, nous avons quelques traces qui concernent surtout la langue agricole. Les phoques, tout ce qui est... nous pouvons nous faire une petite idée de ce à pu ressembler, de ce à quoi a pu ressembler le gaulois en étudiant bien évidemment la langue gauloise par évidence, enfin par excellence, c'est le breton. Enfin par excellence, je me tâte un petit peu. En effet, le breton est bien une langue celtique continentale, mais elle a été quand même beaucoup influencée par la langue celtique insulaire venue de Britannia. Mais oui, vous savez bien où se trouve la Britannia. Si, les îles anglaises, les îles anglophones, Royaume-Uni et Irlande. Enfin, surtout au Royaume-Uni. Mais en clair, le Royaume-Uni à cette époque-là a été envahi par les Angles et les Saxons, d'où le nom de anglo-saxons, bien sûr. Et les Celtes qui vivaient là sur le territoire avant l'arrivée des anglo-saxons sont soit réfugiés en Pays de Galles, derrière les montagnes de ce petit pays très opinion du Royaume-Uni, soit sont carrément allés immigrer en Bretagne actuelle, en Armorique d'alors. Et donc on a largement influencé le gaulois qui ici parlait. Mais ne vous attendez pas que ça se termine ici maintenant tout de suite. En effet, même si on a peu de traces du gaulois dans notre langue actuelle, vu que notre langue actuelle vient essentiellement du latin, il ne faut pas oublier le fait que les Gaulois comptaient par 20. Oui, par 20. On ne trouve pas beaucoup de traces de numérotation par 20 en langue française. Peut-être 80. Vous savez, le 8 et le 0, la dizaine du 8. 4, 20. Oui, 4 fois 20. C'est la preuve que nous avons une trace du gaulois. On peut donc parler de substrat gaulois à la langue romane qu'est le français. Oui, substrat. En fait, le substrat, c'est quoi? C'est assez simple. Le substrat désigne une langue, la langue de base dans un territoire donné. Par exemple, pour prendre l'exemple des territoires conquis aux Amériques. Nous pouvons penser que l'indien, pour généraliser, la langue indienne, est le substrat de base. Et que l'anglais est venu envahir pour mettre sa langue. On parle donc de superstrat. Quand une langue envahit un autre territoire, une autre langue, la langue de base, la langue envahie, c'est le substrat du territoire, et la langue envahisseuse, c'est le superstrat, qui franchement va finir par s'imposer à plus ou moins long terme. Comme l'a fait le latin pour le gaulois continental, comme l'a fait l'anglais, ou l'espagnol, ou le portugais, pour les langues amérindiennes. Donc nous parlons de nouveaux substrats lorsque les superstrats d'avant deviennent les nouvelles langues parlées sur un territoire donné. C'est toujours le cas par rapport au latin, concernant le gaulois dans l'Antiquité, ou le gaulois ou le celte pour être plus précis, et les langues d'avant avant l'Antiquité. Pareil. Hein, et nous parlons aussi de superstrat, de substrat par rapport au latin et au français. Donc, c'est moins net vu que c'est le français, enfin l'ancien français, une évolution du latin. Ouais. L'ancien français, qui est à l'origine de notre français actuel, est une évolution du latin, si vous ne le savez pas. Et c'est pour ça que nous parlons de langue romane, de langue latine, pour le français, le portugais, l'espagnol, l'italien et le roumain.
Eh ouais, le roumain est une langue latine. Roumain, romain. Il y a quelques petits indices. Vous ne croyez pas? Bon, et il faut savoir que la jeune cité-État de Rome, qui a été créée, je rappelle, au début du... enfin, vers 702, 704, avant notre ère, a toujours voulu s'étendre. Et oui, Rome a toujours voulu s'étendre. Et c'est normal. Quand on a un totalement aussi énervé qu'eux, il faut comprendre un petit peu. Donc, la Gaule a été conquise en deux fois, on va dire. D'abord la Gaule cisalpine, c'est-à-dire la Gaule du côté de Rome, du côté italique, a été conquise en première. Euh, euh, pour les Gaules cisalpines et transalpines, c'est du point de vue de Rome. Donc cisalpine, c'est du côté italien des Alpes, et transalpine, c'est du côté gaulois des Alpes. Donc, il y a eu la conquête des Gaules transalpines et cisalpines au premier lieu, puis, enfin, qui a vers 120 avant notre ère, et qui a donné lieu à la création de la Provincia, en gros qui a donné le nom à la Provence actuelle. Et après, entre 58 et 51, vous connaissez tous la célèbre guerre des Gaules, qui nous raconte très bien le vainqueur de cette guerre, qui était donc César. Et ouais, César, toujours. D'ailleurs, les sources sur cette guerre-là sont un peu biaisées, vu qu'elles viennent toutes d'un même ouvrage, écrit par justement César, et qui nous parle de code facile, vu que certains peuples gaulois étaient alliés à Rome, alors que d'autres étaient opposés à Rome. On va dire c'est une guerre civile entre les Gaulois. Ouh, non, non, pas une guerre civile. Une guerre civile, c'est un peuple uni. Les Gaulois n'étaient pas unis, je vous le rappelle. Mais bon, c'est la même chose. Les Gaulois ont assez bien résisté, comme le prouve la bataille de Virgouvie, dans le pays Arvernes, d'où est originaire, je vous le rappelle, Vercingétorix. Voilà. Sachez juste que ce Vercingétorix, était un ancien camarade de César, ou du moins un ancien élève de César, et a fait partie de ses armées. Du coup, c'est un petit traître, hein. Enfin, pas tellement, il a juste voulu protéger son peuple d'origine. Et franchement, ça prouve assez bien le fait que l'union fait la force. Et les peuples gaulois me rappellent un petit peu les peuples grecs qui se sont un peu unis quelques siècles auparavant lors de leur guerre contre les Perses. Oui, les cités grecques se sont unis pour s'opposer aux invasions perses et ont gagné. Allez voir la chaîne de Fabien avant Campaner. Il a fait une vidéo. On va faire court sur un célèbre passage des guerres contre les Perses. C'est la guerre, la bataille des Thermopyles. Et franchement, c'est assez intéressant. Allez un peu l'enquiquiner par rapport à son introduction de cette série de vidéos. C'est franchement très intéressante. Elle me manque, Fabien, elle me manque. Enfin, elle nous manque, tes abonnés à moi. Allez, reviens, s'il te plaît. Bon, à part ça, sachez juste que les Gaulois, on se sont bien battus contre les Romains, mais ils ont finalement dû s'incliner à Alésia en 51 contre seulement César. Et franchement, cette défaite pour les Gaulois, c'est converti en une domination donc, du substrat latin sur le substrat gaulois, comme je viens de le dire en partie précédente. Vous en doutez bien que le substrat latin s'est vite installé sur le territoire, vu que c'est rapidement devenu le substrat. Et pourquoi donc cette langue est-elle aussi bien mise sur le territoire? En fait, comme toutes les langues indo-européennes, le gaulois et le latin partagent le même principe de langue. Vous avez plusieurs cas. Donc en latin, nominatif, vocatif, accusatif, infinitif, datif, ablatif. Désolé, ce n'est pas les cas gaulois. Hein.
C'est une langue que nous connaissons très peu, comme je vous dis tout à l'heure. Et franchement, le latin était bien plus intéressant pour les Gaulois. Vu que c'est une langue de prestige, une langue des envahisseurs, donc c'est forcément beau, loyal, enfin beau royal plutôt. Sachez juste que le latin a vite décliné par la suite, mais bon. Pas décliné de la même manière dans toutes les régions de la Roumanie, mais ça, je vais vous en parler tout de suite dans le morcellement de la Roumanie. Bon, les langues d'Oc et d'Oïl. Qu'est-ce que c'est? Franchement, c'est simple. En fait, la langue d'Oïl, c'est la langue romane, mélangée avec du francique parlé, enfin, les langues romanes, mélangées avec du francique parlé au nord d'un ésoglosse qui pourrait se trouver environ au sud de la Charente, enfin pas du sud de la Charente, remonter dans le Limousin et après partir vers l'est. Ouais, c'est civil. Ouais, franchement, ces langues-là sont un peu... enfin, ces langues dans le deuil là, sont bizarres vu que ça se rapproche plus du germanique, alors que les langues doc au sud de l'Isoglosse sont plutôt du genre à être, comment dirais-je, à être un peu plus proche du latin classique. Ouais. Langue d'occitan, les langues occitanes, les langues d'oïl, les langues du Nord. N'arrivez pas à comprendre la différence entre langue d'oïl et langue d'oc. Faut apprendre. Par exemple, la langue d'oïl que je devrais parler vu que je me trouve ici en Charente et aussi à Poitiers. Je peux parler des langues d'oïl, donc le Poitevin et le Saintongier. Le Poitevin à Poitiers et le Saintongier en Charente. Donc j'habite dans la région de Saintonge, qui est une petite ville pas très loin d'ici, vers l'est. Ouais. Vers le nord-est plutôt. Ouais, entre Bassac et Saint-Même. La petite ville de Saintonge. Qui a donné son nom à la langue. Ouais. Alors, je sais pas comprendre, il y a des noms comme ça, pas très logiques. Hein. Allez. Passons tout de suite à la partie suivante. Pourquoi le francique, le francien, est-il devenu une langue aussi parlée, aussi répandue sur le territoire français? Nous allons voir ça tout de suite. Pourquoi le francique est-il devenu aussi, enfin le francien est-il devenu aussi une langue aussi parlée sur le territoire français? Déjà, à quoi correspond le francique, enfin le francien? Donc j'arrête de faire cette différence, cette amalgame entre francique et francien, moi. Le patois d'Île-de-France et le francien. Pourquoi parlons-nous de francien ici et à quel rapport a-t-il avec le français? C'est simple, le francien est l'ancêtre de l'ancien français, qui est lui-même l'ancêtre du français actuel. En clair, le francique, enfin, le francien vient d'où? Il vient d'Île-de-France, comme je dis à l'instant, et était parlé par les rois de France. À partir de Charlemagne et à partir du serment de Strasbourg. Oui, le serment de Strasbourg est rédigé, enfin, serait rédigé en francien ancien, au premier francien connu. Et franchement, c'est pas très beau à voir. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi le francien s'est-il répandu aussi facilement sur tout le territoire? Eh bien c'est simple, vous répondrai-je. Puisque le francien était la langue du roi et de l'administration royale. Il est facile de noter que pour une faciliter les échanges administratifs, toutes les administrations du pays devaient parler en francien, la langue du roi. Et ben voilà, vous avez deux raisons. Cette raison-là, la raison de l'administration et de l'échange administratif, est la raison principale qui a poussé au développement du francien sur tout le territoire, et plus tardivement du français. Ouais. Et petit fun fact, comme ça, François est le nom qu'on donnait comme ça aux Français
au Moyen-Âge. On ne disait pas l'ancien français, comme aujourd'hui, on disait l'ancien françois. Eh, dis-moi, Damoiseau, tu parles bien ancien françois, toi? Ouais, bon, les imitations historiques, ce n'est pas mon fort. Et non, je ne parle pas de Nelson. Nelson Montfort. LOL. Bon. Et on passe à la suite. Hein? Oui, oui, vous avez bien lu. L'ancien français primitif et classique était une langue casuelle. Et what? C'était pas les langues germaniques ou l'allemand ou le latin, ça, les langues casuelles? Oui. Pour info, les futurs germanistes, hein, l'allemand est une langue casuelle, AK. Puis il y a le nominatif, le génitif, l'ablatif, et un autre cas que je ne me souviens plus, je ne fais pas allemand, donc je m'en fous un petit peu. Bon, par rapport au français et au cas, bah, c'est assez simple. Franchement, quand c'est un français comparé à l'allemand, c'est super simple. Il y avait deux cas, oui, deux cas, qui se... donc il y a des terminaisons différentes selon le singulier ou pluriel. Le cas sujet qui s'utilisait, comme vous en doutez, pour le sujet, ou l'attribut du sujet, logique. Le cas régime, qui s'utilise pour tous les autres usages. Et du point de vue de déclinaison, c'est simple. En général, là ce n'est qu'un point de vue général, toujours, le cas sujet avait des terminaisons inversées vis-à-vis du cas régime. Le cas régime avait des terminaisons, avait aucune terminaison au singulier, avait un S au pluriel. Le cas sujet avait un S au singulier et rien au pluriel. En général. C'est stupide, oui, ok, mais bon. Et vous doutez bien de quel cas est tiré la langue française actuelle? Oui, vous l'avez deviné. Le cas régime, évidemment. Rien, aucune déclinaison marquée au singulier, un S pluriel. En général. Ouais. Vous savez pourquoi on a eu le cas régime en tant que langue française actuelle? Non, vous savez pas, forcément. Vous ne savez rien, il faut que je vous fasse tout. C'est fucking simple. Oui, fucking. En fait, le cas régime, le cas régime, centralisait un peu tous les usages de la langue française, donc allant du vocatif, pas du vocatif, c'est un peu du sujet, mais l'accusatif, génitif, datif, ablatif, et voilà. Donc il y avait 4 cas, 4 derniers cas du latin, donc accusatif, génitif, datif, ablatif. Oui, c'est vraiment énervant. Et vu que ces 4 cas-là étaient les cas les plus majoritaires en langue latine, et forcément en langue française, en langue d'ancien français, et tout à fait normal que ces cas, le cas régime ait attiré tous les usages à lui. Et donc les usages du cas sujet qui centralisait seulement le cas nominatif et le cas vocatif. Donc le cas sujet du latin et le cas de l'attribut du sujet vocatif. Et oui, même si franchement le vocatif n'avait aucun usage, ne se différenciait pas vraiment en latin du nominatif, car franchement, prenons l'exemple de la première déclinaison latine. Excusez-moi, c'est bon. Rosa, rosa, rosam. Nominatif rosa, vocatif rosa. Ça ne changeait pas. Seul la deuxième déclinaison masculin en ous, du type dominus, avait un vocatif différent du nominatif. Dominus, dominé. Ouais, c'est vraiment con. Franchement, au niveau conneries, c'est vraiment con. Mais il faut savoir. Mais petit aparté sur le latin, il faut savoir que le latin est une langue issue du grec. Donc il est normal que les cas latins soient un peu plus restrictifs, on va dire, un peu plus général, pardon, que les cas grecs. Par exemple, le datif, le datif c'est le datif, pardon, centralisé deux cas grecs.
Et nous, il y a 2 caca, oui. Le début, toi. Donc, le datif centralisé 2K grec. Et nous, enfin, centralisé au moins 2K. C'est pas le nombre de cas en tête, mais c'est au moins 2 cas. Et donc, le nombre d'usages du datif était vraiment important. Ouais, important. Bon, je me trompe peut-être sur le cas en question, mais il y a d'autres entre les unités du datif, mais en clair, un cas latin centralisé tellement de trucs qui est utilisé pour quasiment tout à tout. C'est bon. Passons, ça on s'en fout un petit peu, hein, entre nous. On revient à l'ancien français. Hein. Donc, vu que l'ancien français centralisé à la base plusieurs cas latins en un seul cas, le cas régime. Il est parfaitement normal qu'à la fin de l'évolution de la langue française, il est parfaitement normal que le français actuel soit issu du cas régime de l'ancien français, car c'était le cas régime, enfin le cas le plus représentatif de la langue de l'ancien français. Ouais, c'est vraiment con, on dit comme ça, mais c'est la vérité. Ensuite, il ne faut pas omettre le fait que le cas sujet était tellement restrictif que, bon, franchement, il était voué à disparaître. Mais franchement, imaginez David et Goliath. À la fin, David le nain a vaincu Goliath le géant. Bah là, c'est l'inverse. Pour le cas sujet, le cas régime, c'est l'inverse. À la base, le cas régime devait être un petit poussé de rien du tout. Mais vu qu'il centralisait tous les cas latins qui étaient autres que le cas sujet, ou le cas attribut sujet, franchement, vous ne trouvez pas que le cas régime était un peu Goliath, le cas sujet David? Et oui, dans la vie réelle, on passe vraiment au mythe, la vie réelle met plus en avant les gros balourds que les petits frelons. Et oui, les frelons. Allez chier, bande de bâtards, frelons de merde. Bon, assez parlé de tout ça. Passons un petit peu à la conclusion de la vidéo, si vous le voulez bien. Il est temps que cette vidéo se termine, non? En conclusion, que faut-il retenir de cette vidéo? Eh oui, l'ancien français n'a cessé d'évoluer durant le Moyen-Âge. Et oui, la vidéo se termine à la fin du Moyen-Âge, car franchement, à partir de la Renaissance, le français tel que nous le connaissons aujourd'hui était à peu près le même que celui de la Renaissance. Ouais. Mais bon, je vous ferai peut-être une vidéo sur cette partie de l'histoire française plus tard, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Car je pense que la vidéo est un peu trop longue et assez longue d'ailleurs pour notre sujet. Et oui, je ferai une partie 2 sur notre langue française. La belle langue de Molière. Ouais. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'ancien français, durant le Moyen-Âge, n'a cessé d'évoluer. Il passait du latin vulgaire à la fin de l'Empire romain à l'ancien français, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire une langue à K, qui d'ailleurs à la fin du Moyen-Âge n'avait plus trop de rapport avec les cas du début du Moyen-Âge, enfin de la moitié du Moyen-Âge. En effet, à la fin du Moyen-Âge, encore toujours, on s'est rapproché beaucoup plus de la langue française, telle que nous le connaissons aujourd'hui, avec seulement la prédominance, voire la dominance totale du cas régime que je vous évoquais juste avant, et la disparition quasi totale, voire totale, du cas sujet. Bande de bâtards. Bien sûr, cette différence-là se note sur les périodes que je vous ai dites au début de la vidéo, c'est-à-dire ancien régime, enfin ancien Moyen-Âge, au Moyen-Âge, Moyen-Âge classique et pas Moyen-Âge. Vers la fin du Moyen-Âge classique, déjà le cas régime avait pris toute la place dans le cas sujet. Et ouais, il avait déjà tout aspiré. Donc ça c'est environ vers les 14e, 15e siècle. Il n'y avait plus de cas de causalité dans la langue française. Déjà la langue française, c'est une langue aujourd'hui. Mais bon, il y avait tellement d'autres trucs à voir que bon, on va schématiser sur le fait que le Moyen-Âge, c'est la langue casuelle. Et franchement, on va s'arrêter là, pour cette vidéo-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la langue française vient donc
dans l'ancien français et avait à la base une multitude de dialectes locaux qui ont évolué chacun dans leur coin en deux grandes familles de langues. Et oui, deux grandes familles. Il y avait les langues d'Oïl au nord et les langues d'Oc au sud. Les langues d'Oïl étaient donc, comme je vous le rappelle, des langues liées aux langues germaniques telles que le francique. Et donc c'était un mélange de francique et de latin vulgaire, alors que les langues d'Oc étaient puritaines, parce que là étaient vraiment que des langues latines, du latin vulgaire. Bien. Ensuite, le francien, le francien s'est véritablement imposé à partir des sermons de Strasbourg du Xe siècle grâce à l'administration royale. Vu que le francien était la langue du roi et la langue d'Île-de-France des administrations royales centralisées, et puisque le royaume français allait de plus en plus se centraliser autour du roi, il est parfaitement normal que le français devienne la langue parlée dans tout le pays, dans tout le royaume. Et oui, la langue royale faisait beau, faisait haut, faisait intelligent. Ouais, c'est un peu le latin du Moyen-Âge. Ouais. Même si le latin restait important durant tout le Moyen-Âge par rapport dans les classes, dans les classes ayant la connaissance, comme les savants, les érudits, les clercs. Et ouais. Mais, petite chose que je n'ai pas dit dans la vidéo, dans le haut Moyen-Âge, les prêtres ont dû se rendre compte assez vite que le latin n'est plus compris par les petits peuples comme vous et moi. Et donc, ils ont dû adapter leur prêche en les traduisant de latin à parler donc là à l'endroit où vous vous trouvez. Oui, on ne parlait pas la même langue comme je vous le rappelle. Dans le Satongi, on parlait le Satongi et en Poitou, on parlait le Poitou. Ouais. Bon, assez blablaté. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de week-end, une bonne fin de week-end prolongé d'ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, ou dans 15 jours pour un nouvel épisode. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à venir voir ma page Facebook, ma page Tipeee. Non, pas ma page Tipeee, non. Ma page Facebook tout simplement. Si vous voulez voir ma page Tipeee, je vous la mets en description aussi. Si jamais, hein. Et surtout, n'oubliez pas, tout est où